L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur LCP pour un nouvel épisode des grands débats. Dans ce numéro, on va revivre un temps fort de la semaine à l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement. Moment important de la vie parlementaire qui permet aux députés d'interpeller les ministres sur les sujets d'actualité. En ce début 2025, l'actualité internationale s'invite en séance publique. Dans la nuit du 17 au 18 mars, Israël a lancé une offensive aérienne intense sur le territoire palestinien de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas qui a fait de nombreuses victimes et otages le 7 octobre 2024. À Gaza, les morts se comptent par centaines, une situation dramatique qui préoccupe la gauche de l'hémicycle. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissam al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous ces visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. Je ne sais pas à qui s'adresser à votre question. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Je vous remercie de ranger ces affiches. Vous contrevenez au règlement de l'Assemblée nationale. J'imagine que votre question s'adressait au ministre des Affaires étrangères et donc je donne la parole à monsieur Benjamin Haddad. Sur un sujet si grave, que d'outrance, que de caricatures. La France, le président de la République ont toujours été du côté de ceux qui souffrent des deux côtés. Que d'outrance et de caricatures alors que le président de la République est aujourd'hui en Égypte avec ses homologues égyptiens et jordaniens pour rappeler notre attachement à un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages, au soutien du droit international humanitaire et à la relance du dialogue politique pour trouver une solution à deux États. Que d'outrance et de caricatures alors que notre diplomatie s'est mobilisée sans arrêt depuis le début pour retrouver la voie du dialogue et que nous avons dit très clairement que la rupture du cessez-le-feu représentait un retour en arrière dramatique pour la région et que nous avons cessé de nous mobiliser avec nos partenaires pour reconstruire Gaza, pour préparer le jour d'après, pour remettre les parties autour de la table et pour préparer un avenir de paix entre deux États israéliens et palestiniens qui devra se faire sans le Hamas, monsieur le député, qui est l'ennemi de la paix, l'ennemi des Israéliens et l'ennemi du peuple palestinien. La France a toujours porté cette voie de dialogue et de paix, tandis que vous, monsieur le député, tandis que votre groupe n'a cessé d'instrumentaliser ce sujet si tragique à des fins politiques, n'a cessé de souffler sur les braises de l'antisémitisme, alors que notre diplomatie se mobilise. Ce sujet mérite de la dignité et il mérite de l'engagement, il mérite du soutien à notre diplomatie.
Le 22 mars 2025, le rabbin d'Orléans est violemment agressé en pleine rue sous les yeux de son fils de 9 ans, uniquement en raison de sa religion. L'émotion est vive. Les députés condamnent unanimement l'antisémitisme. Monsieur le ministre, un drame s'est produit samedi à Orléans avec l'agression odieuse du rabbin Aryeh Engelberg devant son fils de 9 ans. Cet acte s'inscrit dans un contexte alarmant, l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays depuis les attentats du 7 octobre. En 2024, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites en France qu'en 2022. L'explosion de l'antisémitisme ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie par un islamisme qui instrumentalise la cause palestinienne pour attiser la haine des Juifs. Et cela, mes chers collègues, avec la complicité d'élus présents sur nos bancs. Oui, la France insoumise porte une responsabilité directe dans la banalisation de l'antisémitisme dans notre pays. Oui, Madame la Présidente, rappelez-vous ce que Jean-Luc Mélenchon disait de vous. Madame Braun-Pivet, quand à Tel Aviv pour encourager le massacre? Il y a un mois, Louis Boyard présentait une liste municipale avec un candidat ouvertement pro-Hamas. Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise, juge légitime l'action du Hamas alors que cette organisation terroriste a massacré des civils, des femmes et des enfants. Comble de l'indécence, la France insoumise a appelé à manifester ce week-end contre le racisme en publiant une affiche de Cyril Hanouna reprenant les pires codes anti-juifs des caricatures nazies. Honte à vous, collègues de la France insoumise. Honte à ceux qui mettent en jeu la sécurité de nos compatriotes de confession juive. Honte à ceux qui font le pari de la complaisance avec l'islamisme radical en vue d'obtenir une assurance vie électorale. Monsieur le ministre, face à cet antisémitisme qui menace, agresse et qui tue, quelles sanctions comptez-vous prendre? Non seulement les actes antisémites sont très importants et ont même explosé depuis le 7 octobre et l'attaque ignoble des terroristes du Hamas en Israël. Grâce à l'action que les forces de l'ordre ont depuis le 7 octobre, nous arrivons à protéger nos compatriotes juifs, mais encore une fois, nous l'avons vu ce week-end, l'agression absolument ignoble devant son enfant du rabbin d'Orléans nous a tous choqués et mérite une nouvelle fois, comme vous l'avez fait, que tout le monde, absolument tout le monde, soit clair contre toute forme d'antisémitisme. Alors oui, monsieur le député, vous avez raison de dire que des discours politiques et des attitudes politiques mènent à l'atmosphère parfois du passage à l'acte, et nous le regrettons. Et il est vrai que certains dirigeants de la France insoumise ont de l'ambiguïté, ont un problème avec l'antisémitisme. Et je ne suis pas seul à dire, je cite le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure, « Personne n'ignore ce qu'est l'antisémitisme, à commencer par M. Mélenchon qui en connaît parfaitement les codes et l'iconographie. Madame Autain, députée sur ces bancs, qui connaît bien, je crois, la France insoumise, à propos de l'affiche pour laquelle M. Hanouna a obtenu justice, et je m'en félicite devant les tribunaux. C'est grave, c'est profond, c'est irresponsable. C'est un dérapage, une erreur manifeste. Jean-Luc Mélenchon ne me paraît pas à la hauteur du moment. La Ligue des droits de l'homme elle-même, pourtant parfois, et on le sait en discussion avec tous les partis politiques et notamment les plus à gauche de l'hémicycle, lorsque LFI ne semble pas en reconnaître le fait et la nature, évidemment, de notre communication antisémite évoquée plus tôt, cela nous interroge sur sa compréhension, sur sa volonté d'y remédier. Oui, nous attendons de la France insoumise qu'il démontre qu'il est dans le champ républicain et qu'il condamne tous les actes qui touchent les Juifs de France et les Juifs du monde. Samedi dernier, le rabbin d'Orléans a été agressé en pleine rue, sous les yeux de son enfant, du seul fait qu'il était juif. Et je lui réitère tout mon soutien ainsi qu'à sa famille. Cet acte odieux intervient alors que les actes antisémites explosent, ainsi que les violences à caractère raciste ou antireligieux. Quelques semaines avant, à proximité d'Orléans toujours, c'est une mosquée qui était incendiée. Aucun citoyen ne devrait avoir peur de vivre sa foi, ni craindre des représailles à cause de son apparence ou de son appartenance réelle ou supposée à une communauté. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop sérieux pour faire l'objet d'instrumentalisation politique.
et la désignation d'un bouc émissaire et les discours haineux n'y changeront rien. À Orléans, ville de Janzé, lâchement assassiné par les miliciens du régime de Vichy, nous le savons et le portons dans notre histoire et notre chair. Et j'en veux pour preuve, et comme signe d'espoir, ce sont des citoyens de toute confession qui ce samedi ont prêté assistance à monsieur le rabbin. La lutte contre la haine et la violence, contre l'essentialisation, doit être menée par toutes et tous dans l'unité nationale et la fraternité. Profiter d'un drame pour servir un discours de division qui oppose nos concitoyens juifs et musulmans, comme l'a fait le ministre des Outre-mer, est scandaleux. Alors, monsieur le Premier ministre, au-delà de la communication politique, qu'allez-vous concrètement entreprendre pour mettre au cœur de l'action gouvernementale la lutte contre l'antisémitisme et ses spécificités, la lutte contre tous les racismes, la défense de la liberté de culte et l'éducation à la tolérance et au vivre ensemble? L'agression antisémite survenue à Orléans a choqué tous les Français. Par sa lâcheté, un père attaqué devant son propre fils, par l'âge de son auteur, 16 ans, et par l'essentialisation dont vous avez parlé, nos compatriotes juifs qui sont ramenés à la situation qui se passe à 4000 km de là. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, LFI. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Résiduel, l'antisémitisme dans notre pays, résiduel quand on consacre l'intégralité d'une campagne électorale à déverser sa haine d'Israël et à placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Résiduel, l'antisémitisme quand on choisit l'iconographie des années 30 pour ériger des affiches. Résiduel, l'antisémitisme quand on chasse les femmes juives de manifestations pour l'égalité et les droits des femmes. Alors bravo à vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise. Vous avez déjà le déshonneur et vous avez déjà la honte. Demain, vous aurez la défaite et vous serez ramenés au niveau que les Français voudront pour la France insoumise, un niveau qui, lui, doit être résiduel. Quelques jours plus tard, c'est un musulman, Aboubacar Cissé, qui est sauvagement assassiné alors qu'il priait dans une mosquée du Gard. Son meurtrier présumé a été mis en examen pour assassinat en raison de la race ou de la religion. Après avoir reçu les proches du défunt, les députés de gauche demandent à ce que soit observée 1 minute de silence dans l'hémicycle. Celle-ci est d'abord refusée avant d'être finalement acceptée. Nous avons tous été bouleversés par le meurtre d'Aboubacar Cissé, lâchement assassiné dans une mosquée du Gard. À sa famille et à ses proches, je veux adresser en notre nom à tous nos condoléances les plus attristées. À l'ensemble de nos compatriotes musulmans, je veux exprimer notre solidarité. Honorer la mémoire d'un homme et respecter la douleur de sa famille, c'est rejeter toute instrumentalisation politique de ce drame. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de réaffirmer avec force et dignité l'unité de la nation. Je veux en particulier dire notre attachement à la laïcité qui fonde notre République et qui garantit à chacun la possibilité de croire ou non, en toute liberté et en toute sécurité. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, en la mémoire d'Aboubacar Cissé, je vous invite à observer 1 minute de silence. Vendredi dernier, à la Grand-Combe, Aboubacar Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d'une 50aine de coups de couteau pendant qu'il priait. Tué parce que musulman. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches que nous avons reçus ce matin à l'Assemblée nationale. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession?
car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu. C'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et à bas le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai rien fait. C'est faux. Dès le vendredi après-midi, j'ai fait une déclaration. Dès le vendredi après-midi, j'ai demandé au préfet du Gard et ensuite à l'ensemble des préfets de France de sécuriser les lieux de culte, comme je le fais systématiquement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient voyez, les religions. Et voyez, il y a quelque chose qui tranche profondément entre l'ambiance que vous essayez d'instrumentaliser et ce que j'ai vécu dimanche en face des représentants du culte musulman. Ce contraste, c'est la très grande dignité de ces hommes que j'avais devant moi. Et c'est l'indignité de l'instrumentalisation que j'entends ici par vos propos. Dans cette Assemblée nationale sans majorité, les manœuvres politiques sont elles aussi inédites. Fin mai, une proposition de loi de la discorde arrive en séance. Elle vise à lever les contraintes au métier d'agriculteur en permettant notamment la réintroduction d'un pesticide néonicotinoïde suspecté d'être nocif pour la santé et pour les abeilles. Des centaines d'amendements sont déposés par la gauche pour tenter d'empêcher l'adoption du texte. En réponse, les soutiens à cette proposition de loi déposent une motion de rejet, c'est-à-dire qu'ils vont voter contre leur propre texte. La gauche dénonce un 49-3 parlementaire. Mon propos s'adresse à monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Hier, vous êtes venu avec quelques dizaines de syndiqués munis de tracteurs devant le Palais Bourbon pour vous assurer qu'une majorité de députés déposerait le contournement de l'examen de la loi Duplon à l'Assemblée nationale. Votre corporatisme a séduit une grande partie du gouvernement, à commencer par madame la ministre de l'Agriculture, qui n'existe qu'à travers vous. Mais votre corporatisme a tout de même quelques limites. Même au gouvernement, madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, se dit elle-même, je cite, contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Votre corporatisme a également des limites au sein de la profession agricole. Quand vous vous réjouissez des avancées de ce texte, la Confédération paysanne, les agriculteurs bio, les apiculteurs dénoncent, eux, une loi mortifère au service des intérêts de l'agro-industrie. Alors, madame Genevard, vous qui voulez faire adopter un texte obscurantiste contre la science, contre l'ANSES, contre la santé publique, pour préserver les intérêts d'agromanagers, pensez-vous vraiment être aux côtés du progrès, de l'agriculture de demain et des attentes sociétales? Comment aborder la réponse? D'abord, je vous signale, monsieur le député, les OPA, les organisations professionnelles agricoles, sont des corps intermédiaires qu'ils dialoguent, et je dialogue avec les 5 organisations syndicales agricoles constamment. Donc ne me faites pas le procès qui a été fait invariablement à tous les ministres de l'Agriculture d'être le porte-parole de tel ou tel. Maintenant, vous êtes de tous les députés, monsieur Biteau,
celui qui a déposé le plus d'amendements. Alors, ne vous étonnez pas, et comme le disait Bossuet, on ne peut pas déplorer les effets, dont on chérit les causes. Vous avez voulu empêcher le texte d'aller à son terme, vous en avez les conséquences. Cela étant, maintenant sur le fond du texte, je vous rappelle que c'est un texte d'initiative sénatoriale qui est très attendu des agriculteurs, qui a fait l'objet d'un travail très précis avec ma collègue ministre de la Transition écologique. Et je vous rappelle que la position sur ce texte est celle du gouvernement. La position du gouvernement est celle qui a été défendue hier par un certain nombre de députés. Je vous rappelle que je suis trop respectueuse de la séparation des pouvoirs et du respect du travail parlementaire pour ne pas vous rappeler que c'est une majorité de députés qui a choisi de déposer cette motion de rejet pour permettre justement à la démocratie de s'exercer, c'est-à-dire à ce texte d'aller jusqu'à son terme. Et la même manœuvre tactique sera utilisée quelques jours plus tard sur la proposition de loi qui vise à valider l'autorisation du chantier de l'A69 entre Castres et Toulouse. Autre séquence plus personnelle qui a marqué ce mois de juin en séance, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait révélé en début d'année avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein. Début juin, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, brise à son tour le tabou. Madame la ministre, nous vivons une période et une situation paradoxale en matière de cancer. Chaque jour, des traitements nouveaux sont présentés dans le monde entier avec des perspectives très encourageantes. Et en même temps, de très nombreux d'entre nous vivent ou ont vécu avec le cancer, en le disant parfois publiquement, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, avec beaucoup de force. Comme je peux le dire aujourd'hui, pas seulement pour excuser de longues semaines d'absence sur ces bancs, mais pour dire aux Françaises et aux Français que ces sujets intimes sont aussi des sujets de politique publique. Madame la ministre, nous percevons chacun autour de nous l'augmentation des cas, notamment chez les plus jeunes. Combien d'entre eux sont dépistés avec des cancers à des stades avancés ? Certains, comme le remarquable professeur Barlesi qui dirige l'Institut Gustave-Roussy, nous disent que nous devons nous préparer à un tsunami, avec des facteurs connus, alcool, tabac, surpoids, régime alimentaire, mais aussi des questions, la part des pollutions environnementales, des aliments ultra-transformés, des perturbateurs endocriniens, des contraceptifs hormonaux. Tout cela est difficile à quantifier. J'ai donc 3 questions, Madame la Ministre. Pouvez-vous vous engager à ce que les recherches en matière de cancer ne soient victimes d'aucune réduction budgétaire dans les mois à venir? Nous devons redonner souffle et visibilité à cette politique. Pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement sur une voie que j'avais mise en avant, celle de la recherche en matière de prévention? Car le levier, ça sera le levier décisif pour lutter contre les cancers et les récidives et mesurer les inégalités sociales. Pourrez-vous enfin vous engager, votre ministère et vous-même, dans un exercice visant à faire la transparence sur ce que nous savons, sur ce que nous ne savons pas, mener à terme le projet de registre? Car aujourd'hui, c'est à la lumière de la science que nous devons avancer, pas à la lumière blafarde du faisceau tendu par les complotistes ou tous les relativistes. Je salue votre courage et à travers vous, l'ensemble des près de 4 millions de Français qui vivent effectivement avec un cancer. Je pense que vous avez cité les grands noms de la cancérologie française, le professeur Barlesi, le professeur Blay. Ils ont d'eux-mêmes appelé dans une tribune publiée dans Le Monde la nécessité de ce registre. Donc pardon Madame la Présidente, je ne veux pas rentrer dans des polémiques stériles entre le Parlement et le gouvernement, mais je crois que l'ensemble des groupes est favorable à ce que nous puissions effectivement inscrire ce registre pour pouvoir justement avoir davantage de données sur le déterminisme de ces cancers, qu'ils soient par nos nouvelles hygiènes de vie, que ce soit par les facteurs environnementaux, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les
pesticides, les PFAS et également l'alimentation ultra transformée qui est une des pistes sérieuses pour expliquer notamment tous ces cancers. Maintenant, concernant vos questions précises, je voudrais tout d'abord aussi souligner l'important retour de nos équipes françaises de recherche à l'ASCO qui arrivent effectivement de ce congrès, notamment Paris Cancer Cluster, et notamment saluer l'ensemble de la communauté. Et bien naturellement, au vu de l'ensemble des décisions que prendra ce Parlement sur le budget, il n'y a aucune intention de limiter la recherche sur le cancer en France, de favoriser naturellement, deuxième point, la prévention, puisque le meilleur traitement que l'on peut administrer, c'est celui qu'on n'administre pas, et il faut penser à toutes les séquelles des traitements administrés. Donc nous avons intérêt à agir le plus précocement dans la maladie et ça conditionne le pronostic. Et enfin, dernier point, je crois que ce registre, il est appelé des vœux par le Sénat qui a voté à l'unanimité la proposition de loi de Madame Sonia de la Provôté, et je crois que nous pourrons ensemble, dans une démarche transpartisane, l'inscrire le plus rapidement possible dès que nous en aurons la possibilité. Je vous remercie pour votre courage et votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. En fait, c'est simplement pour répondre à votre vœu d'inscrire ce texte le plus rapidement possible. La prochaine semaine de l'Assemblée, ou laquelle l'Assemblée dispose de l'ordre du jour, elle sera en décembre 2025. Donc si vous voulez aller vite, il faut se saisir de ce texte sur l'ordre du jour du gouvernement. Le 10 juin 2025, une matinée d'école ordinaire se transforme en cauchemar à Nogent, en Haute-Marne. Une surveillante est poignardée par un élève à l'entrée du collège Françoise Dolto. La jeune femme de 31 ans succombe à ses blessures. La représentation nationale est sous le choc. Certains députés appellent au sursaut. Monsieur le Premier ministre, les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas, les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation, tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Mes pensées vont à sa famille et en particulier à son très jeune enfant. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, sur lequel on brainwasherait, un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère du peuple de France. Je vous remercie. L'ampleur de la vague, nous la connaissons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est une décomposition de la société dans laquelle nous vivons et c'est le surgissement de pratiques de vie commune. L'un de mes collègues disait à l'instant tout bas que son petit garçon de 10 ans lui a dit « Quand est-ce que je pourrais avoir un couteau à l'école ?» Et ceci dans tous les milieux, naturellement les plus fragiles. On a deux choses essentielles à faire. La première de ces choses, c'est construire des règles et une réponse pénale qui puissent aller dans le sens de la dissuasion que ces jeunes, souvent garçons, pourront éprouver avant de se saisir d'un couteau et de le mettre dans leur sac. Je le rappelais, nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires.
Nous avons publié cette circulaire le 27 mars. Il y a eu 6200 contrôles. Près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. Nous allons travailler à l'application effective de l'interdiction de port de ce type d'armes. Il va falloir durcir la réglementation parce qu'un certain nombre de ces couteaux ne sont pas considérés comme des armes, même si ils sont construits pour une part d'entre eux pour figurer des armes très violentes. Il y a un deuxième travail que nous devons faire, c'est travailler à la question de la santé mentale des plus jeunes. À la première alerte, qu'il puisse y avoir examen, diagnostic et proposition de traitement ou en tout cas de prise de contrôle ou de reprise de contrôle de ces jeunes. Les Français sont sous le choc et en colère quand chaque jour quasiment l'actualité leur jette à la figure un nouveau drame, une nouvelle violence. Chaque jour ou presque, des adolescents tuent à l'arme blanche. Des enfants et leurs surveillants sont poignardés jusqu'à l'intérieur même des établissements scolaires. Ce matin, c'est Cécile, assistante d'éducation, qui a perdu la vie. Hier, c'était Elias, Lorraine, Thomas, Sékou, Inès, Enzo, Mathis et tant d'autres encore, tous tués par des mineurs à l'arme blanche. Cette liste, Monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas des faits divers, mais les signes d'un effondrement. Nous voyons l'autorité reculer partout et la violence gagner partout. Nous voyons une partie de la jeunesse qui sombre, qui bascule dans la brutalité la plus décomplexée. Nous voyons des adolescents qui sortent armés pour commettre le pire. C'est tout sauf une crise passagère, c'est un fléau, c'est l'ennemi public numéro 1. Voilà la conclusion de la mission que vous m'avez confiée sur ce sujet avec le préfet, M. François Ravier. Je vous ai rendu notre rapport le 28 mai dernier, qui n'est pas qu'un simple document, qui doit être un électrochoc, une prise de conscience et surtout l'opportunité d'agir. Il est temps, et c'est ce que nous préconisons, Monsieur le Premier ministre, d'interdire strictement la vente et la détention de tout type d'armes blanches par les mineurs. Il est temps d'imposer le déferrement systématique des auteurs, de prévoir des sanctions pénales beaucoup plus rapides et d'instaurer des peines minimales, de sécuriser nos établissements scolaires et d'améliorer la chaîne de signalement. Il est temps d'investir dans la prévention, dans la santé mentale des jeunes et dans la médecine scolaire, de s'attaquer aux conséquences délétères des réseaux sociaux en interdisant le téléphone portable à l'école. Les mesures sont prêtes, elles sont applicables. Nous ne pouvons plus attendre ni nous contenter d'hommages et de minutes de silence encore et encore. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, mais elle est solennelle. Quand déciderons-nous que cela suffit? Madame la députée, d'abord je veux vous remercier du travail que vous avez fait avec le préfet Ravier à la tête de cette commission qui, en à peine plus d'un mois, a réussi à construire en tout cas un plan de réponse à cette vague qui paraît irrésistible, tant les armes qu'on dit blanches sont faciles d'accès, ne serait-ce que dans les cuisines familiales, et tant les adolescents qui s'y livrent semblent pris d'une contagion d'armement personnel dans les cartables des écoles. Ceci est insupportable. Et vous avez raison de défendre l'idée que vous avez contribué à nourrir et que nous construisons d'une réponse qui soit une réponse sans faiblesse, c'est-à-dire en interdisant le port de ces armes, en exigeant que lorsque ce port est constaté, il soit puni, et en faisant en sorte que nous construisions parallèlement une politique pour lutter contre la fragilité de ces adolescents et contre les accidents de santé mentale qui sont si fréquents. Mais vous avez raison aussi de dire que nous ne résoudrons pas toutes les questions sans réfléchir à la manière dont notre société se vit,
comment elle partage des valeurs et des principes et comment on essaie de les transmettre aux plus jeunes et notamment aux élèves des collèges. Alors votre question c'était quand allons-nous entrer? La réponse est maintenant et comme je l'ai indiqué, je vais vous demander d'accepter une mission que le gouvernement vous confiera pour que les préconisations que vous avez faites soient matériellement et directement réalisées. Nous sommes fin juin, le printemps arrive, le conclave sur les retraites voulu par François Bayrou touche à sa fin. Le Parti socialiste saisit l'occasion pour mettre la pression sur le gouvernement. Le Parlement pourra-t-il, oui ou non, débattre de l'âge légal de départ à la retraite? Telle est la question de Boris Vallaud au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, par écrit et devant la représentation nationale, vous preniez l'engagement de remettre en chantier la réforme des retraites en autorisant des discussions sans tabou, pas même sur l'âge de la retraite, c'était vos mots. Le dialogue social a été convoqué, nous faisons confiance au dialogue social. Vous preniez un autre engagement, celui d'un retour au Parlement, d'un dépôt d'un projet de loi qui permette, après le dialogue social, au débat parlementaire, là aussi sans tabou, de s'exprimer autant sur l'âge de départ que sur les conditions de l'équilibre financier auxquels nous sommes attachés dès lors que ce ne sont pas toujours sur les mêmes que pèse la charge des équilibres de la sécurité sociale. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Monsieur le Premier ministre, déposerez-vous avant la trêve estivale un projet de loi du gouvernement en ce sens, autorisant les parlementaires à faire leur travail de parlementaires et remplir les conditions pour lesquelles ils ont été élus? Accepterez-vous que nous en parlions durant la session extraordinaire, et nous sommes prêts d'ailleurs à le prolonger pour avoir le débat que les Français attendent? Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Vous déformez légèrement mes propos, mais je vais essayer de les corriger de la manière la plus explicite. Lorsque ce gouvernement a été formé, j'ai fait l'observation devant l'Assemblée nationale qu'au moment de l'adoption de la réforme des retraites, controversée avec des manifestations qu'avait conduit le gouvernement d'Elisabeth Borne, un très grand nombre des partenaires sociaux avaient dit « cette réforme est améliorable ». On aurait dû organiser sans doute des négociations et des contacts. Pour que la réforme soit améliorée. Elle a été soumise au Parlement, je le rappelle, et il y a eu son adoption. Et à dater de cet instant, j'ai avancé l'idée et proposé que les partenaires sociaux, autour de la même table, se saisissent de cette réforme des retraites pour, s'ils se mettent d'accord, l'améliorer. Je crois qu'il y a des marges d'entente, je crois qu'il y a un chemin pour que représentants des entreprises et représentants des salariés trouvent un accord. Cette négociation est en cours à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est ce que nous découvrirons à la sortie. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas... J'ai dit à la première minute, inutile d'agiter les doigts inutilement, je dis que s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera. C'est ce que j'ai dit ici, sans changer. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. Mon souhait, et je comprends bien que ce n'est pas le vôtre, mon souhait, c'est qu'il y ait un accord.
Mon souhait, c'est que s'entendent les partenaires sociaux autour d'un certain nombre de règles et de principes. La principale de ces règles et de ces principes étant le retour à l'équilibre de notre régime de retraite. Et le Conseil d'orientation des retraites, après la Cour des comptes, ont donné la dimension des efforts qu'il y a à faire. Je respecterai intégralement les déclarations que j'ai faites et l'engagement que j'ai pris. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. Monsieur le Premier ministre, ce que l'on souhaite, c'est que le Premier ministre tienne ses engagements pris devant la représentation nationale d'un retour au Parlement, qu'il ait un accord global ou pas. Ce sont les mots que vous avez posés sur le papier. C'est-à-dire que vous devez faire la même confiance au dialogue social et au débat parlementaire. Nous sommes la souveraineté nationale. Respectez vos engagements ou les conséquences en seront pour vous et pour votre gouvernement ce qu'elles doivent être malheureusement pour vous. Est-ce que je puis vous rappeler un certain nombre de règles parlementaires? Si un nouveau texte est soumis au Parlement, je rappelle qu'il y a des dispositions dans notre droit qui empêchent le Parlement de dégrader l'équilibre budgétaire du système de retraite. C'est l'article 40. Et je dis de manière certaine que nous ne laisserons pas dégrader l'avenir du système de retraite. Mais ce que je souhaite, quant à moi, c'est qu'aujourd'hui ou un peu plus tard, il y ait accord des partenaires sociaux. Ça ferait faire un pas décisif à la société française. Et une semaine plus tard, les partenaires sociaux annoncent qu'aucun accord n'a été trouvé. La question est donc reposée à François Bayrou. Le Premier ministre va-t-il respecter sa promesse? Y aura-t-il, oui ou non, un débat au Parlement sur l'âge de départ à la retraite? Monsieur le Premier ministre, nous avons pris acte avec regret de l'échec du conclave sur les retraites et nous savons la responsabilité grave et imminente du patronat et en particulier du MEDEF. Je voudrais à cet instant saluer les négociations loyalement conduites par les organisations de salariés, mais je veux dire aussi que cet échec est extrêmement grave et que c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur le Premier ministre, ma question sera sans surprise et elle appelle une réponse simple et claire de votre part. En dépit de cet échec, allez-vous, comme vous vous y êtes engagé, déposer sans délai, d'ici même la fin de cette semaine pour éviter toute manœuvre dilatoire, un texte de loi ouvrant la voie à une réforme nouvelle, sans totem ni tabou, laissant aux parlementaires la possibilité de débattre de tout, et en particulier de la mesure d'âge, c'est-à-dire du retour à 62 ans. Depuis 4 mois, organisations syndicales et patronales ont travaillé, je crois, dans un esprit de respect mutuel pour essayer d'améliorer la situation des retraites d'un certain nombre de Français devant la retraite et en même temps pour obtenir l'équilibre budgétaire de notre système de retraite à quoi tout le monde s'était engagé pour 2030. Hier soir, les organisations syndicales et patronales se sont séparées sans trouver un accord. Et la question qui se pose devant nous est assez simple. Est-ce que ces 4 mois n'auront servi à rien? Oh, c'est parfaitement clair. Je sais très bien qu'un certain nombre de sensibilités dans cette Assemblée souhaitent l'échec de tout travail en commun et de toute négociation. C'est ça la vérité. Mais il se trouve que je pense que c'est un mauvais service à rendre à la France. Et donc, Monsieur le Président Vallaud, j'ai pris l'initiative d'inviter les organisations syndicales qui ont travaillé en effet avec volonté d'aboutir sous la responsabilité de Monsieur Marette, qui a été un médiateur et un animateur tout à fait remarquable, et les organisations d'entreprises pour regarder si le travail ou les accords partiels qui ont été dessinés et dont on était très près d'en faire un accord définitif, est-ce que tout cela
pouvait être sauvé. Ma conviction est qu'il existe très difficile un chemin qui peut permettre de sortir de cette impasse. Le but du travail que je me suis fixé, c'est qu'en effet on trouve ce chemin, et ce chemin débouchera sur un texte, devrait déboucher sur un texte, dois-je dire, devrait déboucher sur un texte qui pourra être examiné par la représentation nationale. Mais je veux vous dire des choses claires, Monsieur Vallaud. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Nous ne pouvons pas continuer à compromettre l'avenir des travailleurs d'aujourd'hui et des générations de travailleurs de demain en reportant sur les générations suivantes les déficits que nous causons tous les jours. Donc le travail des parlementaires est justifié, l'engagement de chacun est justifié, mais notre responsabilité, c'est de rétablir l'équilibre du régime de retraite. Monsieur le Premier ministre, je vous cite le 14 janvier 2025 lors de votre déclaration de politique générale. J'ai la conviction que nous pouvons rechercher une voie de réforme nouvelle sans aucun totem ni tabou, pas même l'âge de départ à la retraite. Le 16 janvier 2025, par écrit, je vous cite encore. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Ce que vous avez cité comme phrase de ma part n'est pas différent de la réponse que je vous ai faite aujourd'hui. Simplement, vous avez oublié une mention absolument essentielle qui était que il faut que tout cela se fasse dans le respect des équilibres que nous cherchons depuis des décennies si désespérément. Et donc, je maintiendrai et le gouvernement maintiendra et j'espère que les parlementaires présents sur ces bancs maintiendront l'impératif de responsabilité morale que nous avons à l'égard des générations qui viennent. La motion de censure des socialistes sera examinée la semaine suivante. Elle ne sera pas adoptée. Dans l'hémicycle résonne aussi l'actualité internationale après une guerre de 12 jours à laquelle ont pris part les États-Unis de Donald Trump. L'Iran et Israël ont conclu un cessez-le-feu. Mais la situation reste très fragile. Inquiets, les députés appellent à faire entendre la voix de la France. La France a toujours porté une voix singulière dans le monde. Un soutien au droit international, sans naïveté, un soutien à la sécurité internationale et aux initiatives de paix. Ce rôle, plus que jamais, nous devons le tenir. Le tenir en défendant le droit international et donc en rappelant une chose claire. L'Iran, depuis des années, viole matin, midi et soir toutes les normes du droit international. Le respect de la souveraineté des États, principe cardinal du droit international, est violé par l'Iran qui finance des milices au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. La Convention de Vienne sur les relations consulaires est violée par l'Iran en retenant en otage dans des conditions inhumaines nos compatriotes Cécile Collère et Jacques Paris. Les accords sur le nucléaire sont violés par l'Iran en continuant l'enrichissement d'uranium bien au-delà des seuils autorisés. L'Iran est un multirécidiviste des violations du droit international. Notre devoir est de le rappeler fermement et de rappeler qu'un pays qui piétine toutes les règles du droit international ne peut s'en prévaloir pour s'abriter derrière ces mêmes règles du droit international. La voix singulière de la France, c'est aussi celle de la sécurité internationale. Le régime des Mollahs est un régime sanguinaire qui brise son peuple
asservi les femmes, revendique de vouloir détruire l'Occident. Dans ces conditions, peut-on déplorer que les capacités nucléaires iraniennes soient détruites? Non. L'Iran doit-elle disposer de l'arme nucléaire? Jamais. C'est une condition pour notre sécurité collective. La situation évolue d'heure en heure et de minute en minute et nous devons éviter l'embrasement. Le cessez-le-feu annoncé cette nuit doit être l'amorce d'un chemin dans lequel l'Iran aurait enfin compris que sa politique régionale d'agression depuis 20 ans ne mène à rien. Nous devons, nous Français, agir de tout notre poids pour soutenir toutes les initiatives de paix. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer comment notre pays compte agir pour la sécurité et la paix dans la région? Vous avez raison de dire que l'Iran a violé des accords internationaux, notamment l'accord sur la prolifération nucléaire. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a évidemment indiqué ces rapports-là. Après, il y a une position de principe que je voudrais défendre devant vous. La France se rend bien compte de ces manquements. Elle sait très bien que le pouvoir iranien a exécuté par pendaison des centaines de femmes parce qu'elles ne respectaient pas les codes vestimentaires, et qu'elles sont interdites d'études. Tout le monde le sait et la France le sait. Mais la France ne peut pas être durablement du côté des infractions à l'état de droit international. La France doit, tout en prenant la pleine mesure des manquements que vous indiquer que pour lui, dans l'avenir, c'est le droit international qui doit s'imposer. Et j'espère, comme vous, que le cessez-le-feu qui a été annoncé sans qu'on sache qu'il est respecté sera le commencement d'un nouvel état de paix pour ces belligérants et pour la planète. Nous en sommes encore, hélas, très loin. Ces derniers jours, deux gouvernements sont entrés dans une guerre dite préventive, bombardant des sites nucléaires iraniens et violant la Charte des Nations Unies au nom d'un narratif mensonger. Rien d'étonnant de la part d'un président américain qui méprise l'ONU ni d'un Premier ministre israélien poursuivi pour crimes de guerre. Dans ce contexte de gangstérisation des relations internationales, il est urgent de restaurer la primauté du droit. Membre permanent du Conseil de sécurité, la France a un rôle crucial et ne peut s'en remettre à une Union européenne discréditée par son deux poids, deux mesures. En 2003, notre pays a su s'opposer à la guerre en Irak et dénoncer la manipulation américaine qui nous a plongés dans le chaos. Il n'avait alors aucune sympathie pour Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous exécrons le régime théocratique des mollahs, capable du pire, et nous soutenons les femmes et les progressistes iraniens qui le combattent. Pour autant, comme le disait Jacques Chirac en 2003, on n'exporte pas la démocratie dans un camion blindé. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan sont là pour nous le rappeler. Contre la loi du plus fort, la France doit condamner sans ambiguïté cette agression illégale et exiger le respect du droit international. Face au risque vertigineux d'internationalisation du conflit, la France doit exiger d'une part une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour consolider le cessez-le-feu et bâtir le jour d'après. Et elle doit exiger également des négociations multilatérales pour obtenir, sous l'égide de l'AIEA, le respect par l'Iran de ses obligations nucléaires. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie est la seule voie juste pour les peuples israéliens, iraniens, palestiniens et pour la sécurité internationale. La France va-t-elle s'exprimer avec plus de force et plus de liberté? Merci. Je veux commencer cette réponse en prononçant dans cet hémicycle les noms de Cécile Collère et de Jacques Paris, qui sont otages pour lesquels nous avons mobilisé absolument tous les moyens diplomatiques qui étaient à notre disposition. Et donc cette prise d'otage mérite d'être rappelée chaque fois que nous parlons de l'Iran.
Mérite d'être rappelé aussi le caractère inhumain de ce régime. J'ai rappelé tout à l'heure que la politique à l'égard des femmes, l'écrasement des femmes en Iran, le fait qu'elles soient interdites des activités, que plusieurs centaines d'entre elles ont été mises à mort par pendaison parce qu'elles ne respectaient pas les obligations vestimentaires qu'on voulait leur imposer. Tout cela, pour nous, révolte la conscience. Et vous avez eu raison aussi de dire que la France défend le droit international et les principes du droit international. Vous dites qu'il faudrait le dire avec plus de force. Je ne vois pas beaucoup de chefs d'État dans le monde qui le disent aujourd'hui avec autant de liberté, puisque vous appeliez à la liberté, et autant de force que le président de la République française. Il a, de ce point de vue-là, manifesté une indépendance de jugement et de rappel aux principes et d'attachement aux principes qui sont extrêmement éloquents et qui expriment la position de la France. Dernier point, nous espérons que le cessez-le-feu permettra d'entrer dans une ère nouvelle. Nous savons combien c'est difficile et nous espérons que là, comme ailleurs sur la planète, nous allons pouvoir un jour, je ne sais pas quel est ce jour, nous allons pouvoir un jour sortir de la loi de la force qui veut s'imposer à tous, que nous pourrons retrouver un jour la force de la loi, mais ça ne pourra être que sur des principes non seulement de respect du droit, mais de respect des droits de l'homme et surtout de la femme. Merci beaucoup. Voilà pour ce florilège des questions au gouvernement, moment fort de la vie politique et parlementaire. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt pour voir ou revoir un autre temps fort du Parlement. Ciao, ciao.